La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une forme lente et silencieuse d'abandon. C'est cet ennemi invisible qui te murmure « Demain sera un meilleur moment » tout en te volant la vie aujourd'hui. Il ne se présente pas avec violence, il ne frappe pas à la porte en criant, mais il s'installe dans ton esprit comme une ombre confortable qui couvre tout. Et sans t'en rendre compte, tu passes tes journées coincées dans une routine que tu n'as pas choisie, accumulant des tâches, de la frustration et une version médiocre de toi-même qui ne représente pas ce que tu pourrais vraiment devenir. T'es-tu déjà arrêté pour penser à quelle partie de ta vie tu as perdue en attendant de te sentir prêt? Combien de projets, de décisions ou de rêves as-tu laissé geler parce que ce n'était pas le moment? Disons les choses comme elles sont. Le moment parfait n'existe pas. La discipline ne vient pas toute seule. Et la motivation est aussi instable que le climat. Si tu attends qu'un élément externe te sauve, tu vas attendre le reste de ta vie. Cette vidéo n'est pas pour que tu te sentes à l'aise. Elle est pour que tu te réveilles. Pour que tu regardes en face ce que tu laisses passer et décides, une bonne fois pour toutes, de prendre le contrôle. Il ne s'agit pas de devenir une machine à productivité. Il s'agit de devenir quelqu'un qui honore son temps, qui ne se trahit pas lui-même, qui arrête de repousser la vraie vie. Ici, tu ne trouveras pas d'excuses ni de belles phrases. Tu trouveras 8 leçons crues, applicables, stoïciennes. Des principes qui ne nécessitent pas que tu aies envie, seulement que tu aies le courage d'agir. Tu verras comment de petits changements mentaux, soutenus par la neuroscience et la psychologie pratique, peuvent te redonner le pouvoir que tu as cédé à la paresse, à la peur ou à la distraction. Si tu es fatigué d'être l'esclave de ton propre esprit, reste. Parce que ce n'est pas seulement sur le fait de vaincre la procrastination, c'est sur le fait d'arrêter de vivre à moitié. Transforme ton espace en un allié, pas en un obstacle. Ton environnement est comme un champ de bataille. Chaque objet hors de place, chaque distraction visible est une tranchée d'où ton esprit se tire dessus. Si ta chambre, ton bureau ou ton lieu de travail ressemblent à une zone désordonnée, alors tu n'entres pas dans un espace de concentration. Tu entres dans une guerre perdue dès la première seconde. L'esprit abandonne plus vite lorsque l'environnement le pousse à abandonner. Ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est une déclaration d'intention. Chaque chose que tu décides de laisser devant toi parle de ce que tu permets de gouverner ton attention. La procrastination se nourrit de tout ce qui te fait dévier de ta route. Si tu laisses ton téléphone déverrouillé à 1 mètre de toi, si tu gardes 20 onglets ouverts dans ton navigateur, si ta chaise grince, si ton espace est inconfortable ou ton air est dense, alors tu sabotes ta capacité à agir. Ta volonté peut être forte, mais si tout ce qui t'entoure joue contre toi, ce sera comme essayer de courir avec des chaînes aux chevilles. Et ensuite, tu te blâmeras toi-même de ne pas avancer. Alors qu'en réalité, tu es pris au piège par un environnement que tu as choisi de ne pas changer. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous occuper de ce qui est sous notre contrôle, et ton espace, ton environnement immédiat, est entièrement ta responsabilité. Il ne s'agit pas d'avoir le bureau le plus beau, ni de créer un lieu parfait. Il s'agit de retirer tout ce qui te pousse vers le bruit, de nettoyer le terrain pour que tu puisses penser, décider, avancer, sans avoir à lutter contre tes propres distractions. Fais de ton espace un rappel constant de tes objectifs. Chaque fois que tu y entres, que ce ne soit pas une évasion, mais une entrée dans ta version la plus forte. Utilise la lumière, les objets, l'ordre, même les sons, comme des outils. Ce n'est pas quelque chose de banal. La neuroscience le confirme. L'environnement conditionne l'esprit, et l'esprit conditionne ton action. Si chaque fois que tu entres dans ton espace, tu ressens de la fatigue, de l'anxiété ou du rejet, alors cet environnement te draine. Et si tu ne fais rien à ce sujet, tu te laisses drainer. Change les règles du jeu. Avant d'exiger de ton esprit de la discipline, respire et observe où tu lui demandes de fonctionner. Range, élimine l'inutile, fais le simple. Crée un endroit où le corps se sent prêt à agir et l'esprit s'aligne. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'évidence. L'espace extérieur façonne l'espace intérieur. Et si tu t'entoures de chaos,
Tu finiras par répéter ce chaos dans tes décisions. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches la clarté, et la clarté se cultive à partir de l'environnement. Si tu veux que ta journée soit différente, commence par mettre de l'ordre dans les 2 premiers mètres qui t'entourent. Qu'il n'y ait rien qui te crie « fuis », « reporte », « perds du temps ». Que ton bureau, ta chaise, ton écran, tes murs soient au service de ton but. Et si quelque chose ne l'est pas, alors ça gêne. Ce n'est pas un joli conseil d'organisation, c'est une stratégie de guerre contre la procrastination. Parce que si ton environnement devient ton allié, chaque fois que tu entres dans cet espace, ton esprit saura qu'il est temps d'agir, pas de fuir. Et cette seule transformation peut être l'étincelle qui déclenche tout le reste. 2. Efface du paysage tout ce qui vole ton attention. L'esprit est comme un archer. Chaque pensée, chaque action dépend de la fermeté de son arc et de la clarté de son champ de vision. Mais si le paysage est plein de bruit, de distractions et de stimuli inutiles, alors peu importe la force de l'archer, sa flèche ne touchera jamais la cible. Procrastiner n'est pas toujours un manque de discipline. Parfois, c'est simplement le résultat logique de vivre entouré de pièges mentaux qui détournent l'attention avant même que la journée ne commence. Ton attention ne disparaît pas de nulle part, elle est volée, petit à petit, à chaque seconde, et tu ne le remarques même pas jusqu'à ce que la moitié de la journée soit déjà passée. Fais une pause et observe le paysage que tu as toi-même construit. Quelles sont les choses qui occupent ton attention dès que tu te réveilles ? Combien de temps passes-tu devant des écrans qui ne te rendent rien ? Combien de fois ouvres-tu des applications automatiquement sans aucune intention réelle ? Chaque stimulus que tu laisses entrer sans filtre est une dette envers ton énergie mentale. Ce n'est pas une exagération. La psychologie le soutient. L'attention est une ressource limitée et chaque fois que tu la fragmentes, tu entraînes ton cerveau à éviter la profondeur. Tu perds la capacité de maintenir une tâche, de rester présent, et sans t'en rendre compte, tu entres dans ce cycle d'interruption déguisé en urgence. Les stoïciens parlaient de l'importance de protéger l'esprit comme un sanctuaire. Ils disaient qu'il fallait surveiller les pensées comme un gardien à l'entrée d'une forteresse. Aujourd'hui, cette forteresse est grande ouverte. N'importe quelle notification entre, n'importe quelle nouvelle perturbe, n'importe quelle image arrête ce que tu faisais. Et si tu ne prends pas une décision consciente de fermer ces portes, le monde le fera pour toi. Parce qu'il y a des millions de choses conçues pour kidnapper ton attention, pour te piéger en surface, pour te garder distrait, lent, faible. La solution n'est pas plus de volonté, c'est une stratégie. Efface du paysage ce qui ne construit pas. Mute les notifications, bloque les distractions, élimine les raccourcis vers l'évasion mentale. Si tu sais que quelque chose te vole du temps, ne joue pas avec ça, élimine-le. Ne négocie pas avec ce qui t'affaiblit. Chaque stimulus inutile que tu enlèves est une victoire invisible qui te rapproche du contrôle réel de ton temps. Et ce contrôle est le premier pas pour vaincre la procrastination. Ce n'est pas seulement de l'efficacité, c'est du respect de soi. Parce que chaque fois que tu choisis de te concentrer, tu dis que ta vie vaut plus que quelques secondes de plaisir superficiel. Tu entraînes ton cerveau à soutenir, à décider, à revenir au présent chaque fois qu'il veut s'échapper. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se laisse guider par l'impulsion et quelqu'un qui vit avec direction. La clarté n'arrive pas par accident. Elle se construit et elle se défend. Tout comme tu nettoies une fenêtre pour mieux voir l'horizon, nettoie ton paysage mental pour que l'action devienne inévitable. Tu ne peux pas avancer avec une vision floue, et encore moins si ce bruit a été choisi par toi. Alors, commence aujourd'hui. Observe ton environnement numérique, physique et mental. Demande-toi ce qui te vole sans que tu t'en rendes compte, et efface-le, sans culpabilité, sans justification. Parce que si tu nettoies le paysage, l'archer en toi verra la cible clairement. Et quand viendra le moment de tirer, il n'y aura rien pour s'interposer entre toi et ton objectif. 3. Décide aujourd'hui ce que ton futur a besoin que tu fasses demain.
Vivre sans planification, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail. Tu te réveilles chaque jour à la merci du vent, poussé par ce que les autres veulent, par ce que tu ressens sur le moment ou par ce qui semble le plus urgent. Et ainsi, ta vie s'écoule, naviguant sans but, réagissant au lieu de construire. La procrastination se cache juste là, dans ce manque de direction claire. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais n'importe quoi. Et quand tu fais n'importe quoi, tu fais presque toujours ce qui est le plus facile, ce qui dérange le moins, ce qui ne transforme rien. Le problème n'est pas que tu n'as pas le temps. Le problème est que tu ne décides pas à l'avance comment tu vas l'investir. Tu attends que le moment arrive, mais quand il arrive, il est déjà trop tard pour agir avec clarté. L'esprit a besoin de structure. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il n'a pas à tout décider sur le moment. Les neurosciences le prouvent. Lorsque tu planifies à l'avance, tu réduis la fatigue mentale et tu augmentes la probabilité de réaliser ce que tu te proposes. Car l'effort n'est plus dans la décision, mais dans l'exécution. Les stoïciens parlaient constamment de la prévision. Ils disaient que le sage n'attend pas que le jour le surprenne, mais qu'il le conçoit. Que chaque matin et chaque soir doivent être utilisés pour anticiper, réviser, corriger, non par obsession, mais par conscience. Parce que si tu ne diriges pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne décides pas ce qui est important, l'urgent va tout dévorer. Et ensuite, tu finiras frustré, avec le sentiment de ne pas avancer, de rester en arrière, de courir en rond. C'est ici que commence la véritable discipline, la veille au soir. Non pas quand le réveil sonne, mais quand tu décides la veille au soir, quelle version de toi tu veux voir se réveiller. Écris tes 3 priorités. Clarifie ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas laisser te voler ton attention. N'improvise pas avec ton énergie. Ne livre pas ta volonté au chaos de la journée. Parce que quand tu ne planifies pas, ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est te rendre à l'avance. Procrastiner est souvent le résultat de ne pas savoir par où commencer. Et ne pas savoir par où commencer vient du fait de ne pas avoir pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. C'est pourquoi planifier n'est ni un luxe ni une habitude de personnes organisées. C'est un outil de pouvoir. Il te rend acteur de ton histoire. Il te rend maître de ta journée avant qu'elle ne commence. Et quand tu as clairement en tête ce qui compte, chaque action prend du poids, de l'intention, de l'impact. Commence aujourd'hui. Ne te couche pas sans avoir passé 10 minutes à écrire ce que ton futur a besoin que tu fasses demain. Il ne s'agit pas de faire une liste parfaite, il s'agit de construire une carte, un guide qui te rappelle où tu vas. Parce que si chaque jour tu avances d'un pas réel dans la bonne direction, il n'y a plus de place pour la culpabilité, ni pour le doute, ni pour l'excuse. Il y a du mouvement, il y a de la croissance, il y a de la transformation. Tu décides. Tu peux continuer à laisser chaque jour te traîner comme un courant incontrôlé, ou tu peux décider chaque soir vers où tu vas ramer. Ce n'est pas de la magie, c'est une décision. Et plus tu la pratiques, plus tu deviens cette personne qui ne remet plus sa vie à plus tard, mais qui la prend en main et la dirige avec fermeté. 4. N'attends pas de te sentir prêt, agis comme si tu l'étais déjà. Attendre de te sentir prêt est comme attendre que la mer se calme pour apprendre à nager. Tu peux passer ta vie à regarder depuis le rivage, à analyser chaque vague, à étudier la température, à imaginer le moment parfait pour te lancer, mais ce moment n'arrive pas. Et ce qui semblait être de la prudence se transforme en peur déguisée. En réalité, ce que tu appelles préparation est souvent juste une excuse élégante pour ne pas commencer. Tu te répètes que tu as besoin de plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation, quand tout ce dont tu as besoin est de faire le premier mouvement sans l'autorisation de ton état émotionnel. La procrastination aime ce jeu. Elle te fait croire que tu ne peux pas commencer parce que tu ne te sens pas à 100%, parce que tu n'as pas l'inspiration, parce que tu n'es pas sûr, parce que tu n'es pas d'humeur. Et comme tu as l'habitude d'attendre de te sentir bien pour agir, chaque fois que tu te sens mal, tu t'arrêtes. Cette logique est un piège. La motivation n'est pas le point de départ, elle est le résultat du mouvement. Le cerveau réagit à l'impulsion, il ne l'anticipe pas. Les neurosciences sont claires.
Lorsque tu agis, tu génères une chimie qui renforce l'action, pas l'inverse. Les stoïciens ne parlaient pas d'attendre, ils parlaient d'agir. Marc Aurèle disait qu'on ne doit pas repousser ce qui est à la portée du devoir. Peu importe si tu es prêt ou non, ce qui compte, c'est qu'il y a quelque chose à faire et que tu peux le faire. C'est suffisant. Attendre de te sentir prêt, c'est donner du pouvoir à tes émotions les plus faibles. C'est permettre à ta vie d'être régie par ce que tu ressens, et non par ce que tu sais être nécessaire. Et si tu continues à fonctionner selon cette logique, tu passeras plus de temps à rêver qu'à faire. La discipline ne se forge pas dans les jours faciles. Elle se forge lorsque tu fais ce que tu dois faire, même lorsque tu n'en as pas envie. Agir sans être prêt est une déclaration de guerre contre la paresse, contre l'indécision, contre cette partie de toi qui cherche toujours une excuse pour tout repousser. Parce que lorsque tu décides de bouger même avec des doutes, tu entraînes ton esprit à obéir à la raison et non au caprice. Tu renforces cette partie stoïcienne qui comprend que l'émotion passe, mais que le devoir reste. Fais-le même si tu n'as pas d'énergie, même si tu as l'impression de ne pas être inspiré, même si ton esprit te dit que tu ne vas pas tenir. Ne t'inquiète pas de le faire parfaitement, inquiète-toi de le faire, parce que la perfection paralyse et l'action libère. Et une fois que tu commences, même maladroitement, ton cerveau s'aligne, ton énergie s'ordonne et ton esprit s'active. Tu n'as pas besoin d'être dans l'état idéal, tu as besoin d'être en mouvement, c'est tout. Ne sois pas l'esclave de tes émotions momentanées. Prends le contrôle. Lorsque tu vois que tu attends le moment approprié, arrête-toi et demande-toi si tu n'es pas simplement en train de fuir l'effort. La réponse sera presque toujours oui. Et lorsque tu le comprendras, tu verras clairement que la seule chose qui te retient n'est pas un manque de capacité. C'est l'attente fausse que tu dois te sentir puissant pour commencer. La réalité est plus dure, mais aussi plus libératrice. Personne ne se sent complètement prêt pour ce qui en vaut la peine. Celui qui avance est celui qui agit sans cette garantie. Alors la prochaine fois que ton esprit voudra attendre, fais le contraire. Avance, porte le premier coup, écris le premier mot, fais le premier pas. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu sais que c'est ce qu'une personne forte ferait. Et si tu agis comme si tu étais déjà fort, tu es plus proche de l'être. Parce que tu ne deviens pas quelqu'un de discipliné lorsque tout est aligné. Tu deviens cette personne lorsque tu décides d'agir, même quand tout en toi dit non. 5. Brise l'inertie avec seulement 2 minutes d'action. L'inertie est comme une pierre endormie au fond d'une rivière. Elle ne bouge pas d'elle-même, peu importe combien de courants l'entourent. Elle reste là, lourde, immobile, attendant une poussée qui n'arrive jamais. C'est ainsi que ton corps se sent lorsque tu es pris par la procrastination. Tu n'es pas fatigué, tu es paralysé. Ce n'est pas une fatigue réelle, c'est une résistance mentale. Une résistance qui se déguise en paresse, en distraction, en indécision. Et plus tu restes immobile, plus il semble impossible de bouger. Mais le curieux, c'est que tu n'as pas besoin d'une explosion de motivation pour briser cette paralysie. Tu as juste besoin d'une petite poussée, 2 minutes, rien de plus. L'astuce est de commencer, pas de tout faire. La plupart des gens tombent dans le piège de penser qu'ils doivent avoir toute l'énergie, toute la concentration et toute la volonté pour accomplir une tâche complète. Mais cette idée est une prison, parce que comme tu ne te sens pas capable de terminer toute la tâche, tu décides de ne pas commencer. Et c'est ainsi que l'inertie gagne. Le premier pas devient un mur mental impossible à escalader, non pas parce qu'il est difficile, mais parce que tu attends d'avoir envie de le faire avant de le faire. La psychologie est claire à ce sujet. Il y a un phénomène connu sous le nom d'activation comportementale. Cela signifie que le simple fait de commencer une action, aussi minime soit-elle, change ton état mental. Le mouvement brise la résistance. Et lorsque cette résistance est brisée, ce qui semblait impossible devient gérable. Le cerveau répond au fait, pas à l'intention. Si tu passes de 0 à 1, ton système s'active. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour tout le chemin, juste pour les 2 premières minutes. C'est une porte, une ouverture. Et le reste vient après.
Les stoïciens enseignaient à ne pas se laisser dominer par le poids de tout. Ils disaient qu'on doit regarder seulement l'action immédiate, ce qui est à portée de main dans le présent. Si tu penses à tout ce que tu as à faire, tu t'écrases sous le poids. Mais si tu te concentres sur le premier mouvement, sur l'action la plus petite possible, alors tu reprends le contrôle. Parce que tu n'es pas obligé de tout terminer tout de suite. Tu es juste obligé de commencer. Et commencer est déjà une victoire. C'est là qu'intervient la stratégie. Lorsque tu remarques que tu es pris dans l'immobilité, dis-toi que tu vas agir pendant seulement 2 minutes. Pas plus, juste 2. Écris une ligne. Ouvre le document. Nettoie un seul coin. Marche 10 pas. Peu importe. Fais-le sans pression, sans obligation de continuer. Mais fais-le, parce que ces 2 minutes ont le pouvoir de détruire la paralysie mentale. Et une fois que tu es en mouvement, le reste commence à couler. Ne te trompe pas. Ce n'est pas un jeu mental sans valeur. C'est un outil pratique, éprouvé, puissant. Parce que vaincre la procrastination n'est pas une question de force brute, c'est une question d'élan. Et cet élan commence par le minimum. Il vaut mieux avancer d'1 centimètre que de passer 1 heure coincé au même endroit. La clé est de réduire la barrière d'entrée, de tromper l'esprit pour qu'il ne voit pas la montagne entière, mais seulement le premier pas. Fais de cela une règle personnelle. Lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis-toi, juste pour 2 minutes. C'est ta façon de pirater la résistance. C'est ta façon de pousser la pierre de la rivière. Et lorsque tu le fais fréquemment, tu remarqueras quelque chose de puissant. L'action cesse d'être une punition et devient un outil. Tu ne te bats plus avec ton esprit, tu l'utilises à ton avantage. Tu n'attends plus que quelque chose change, tu le changes. Parce qu'au final, vaincre l'inertie n'est pas une question d'avoir plus d'énergie, mais de décider de bouger. Et parfois, avec seulement 2 minutes, tu peux ouvrir la porte à une journée complètement différente. 6. Coupe la montagne en pierre que tu peux porter. Imagine qu'on te mette face à une montagne et qu'on te dise de la déplacer. On ne te donne pas d'outils, ni d'explications, seulement l'ordre de la déplacer. Le poids t'écrase avant même que tu n'essaies, parce que tu sais qu'aucun corps ne peut déplacer une montagne d'un seul coup. Mais si quelqu'un s'approche et te donne une pioche, une pelle et un sac, tout à coup, la tâche n'est plus impossible. Il ne s'agit plus de tout déplacer, il s'agit de couper la montagne en pierre que tu peux porter. C'est ainsi que fonctionne la vie. C'est ainsi que l'on vainc la procrastination. Le problème n'est pas la taille du défi, c'est la façon dont tu le relèves. Quand tu affrontes une tâche comme un tout géant et abstrait, ton esprit se paralyse. Voir l'ensemble complet peut être accablant, surtout si tu ne sais pas par où commencer. La procrastination se nourrit de ce sentiment. Elle te fait croire que tu dois tout faire d'un coup, que tu ne peux pas échouer, que tu as besoin de 8 heures d'énergie parfaite pour le terminer. Et cette idée n'est pas seulement fausse, elle est destructrice. Parce que ce que tu pourrais résoudre en 1 heure, tu le repousses pendant des jours simplement à cause de la façon dont tu le perçois. La solution est brutalement simple. Divise, fragmente, casse le poids en petits morceaux. Ce que tu ne peux pas porter en bloc, tu peux le porter en partie. Ce qui te paralyse quand tu le vois en entier devient gérable quand tu le décomposes. Les stoïciens enseignaient que le chemin vers la vertu ne se parcourt pas en sauts géants, mais en pas conscients, l'un après l'autre. Que chaque action, aussi petite soit-elle, s'ajoute à l'ensemble. Que la grandeur ne réside pas dans le fait de tout faire d'un coup, mais de le faire avec constance, sans interruption, sans drame. La neuroscience soutient cette vision. Le cerveau réagit mieux aux tâches claires, spécifiques et petites. Lorsque tu définis une étape concrète, tu réduis l'anxiété. Lorsque tu sais exactement ce que tu dois faire ensuite, tu te libères du stress mental. C'est pourquoi diviser une tâche est plus qu'une technique, c'est un acte de compassion envers toi-même. C'est comprendre que tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui, il suffit d'avancer dans ce que tu peux soutenir maintenant. Crée des listes d'étapes, non pas comme une obligation, mais comme une stratégie de clarté. Si tu dois écrire quelque chose, commence par définir le titre. Ensuite le premier paragraphe, ensuite seulement 10 lignes. Si tu dois nettoyer, choisis une seule partie.
Si tu dois affronter une conversation difficile, pense à la première phrase. Ainsi, pierre par pierre, la montagne devient chemin. Il n'y a pas de magie, il y a une méthode. Et cette méthode te transforme en quelqu'un qui ne se rend plus face à la taille du défi, mais qui apprend à le relever avec intelligence. Ne laisse pas la complexité être une excuse pour la paralysie. Chaque grande œuvre a été construite avec des mouvements simples, répétés avec discipline. Chaque objectif important a été le résultat de petites actions exécutées encore et encore. Tu n'as pas besoin de pouvoir tout faire. Tu as juste besoin de pouvoir faire ce qui te revient aujourd'hui. Et si tu le fais bien, demain tu auras un autre fragment à gérer. Et ainsi, sans te préoccuper de la fin, sans exiger de ton corps plus qu'il ne peut donner, tu vas beaucoup plus loin que celui qui essaie tout d'un coup et se brise. La montagne va rester là. Tu peux rester à la regarder pendant que tu te consumes en excuses, ou tu peux commencer à la briser, pierre par pierre. Choisis. Parce que cette décision, répétée tous les jours, fait de toi quelqu'un d'implacable. Non pas par la force, mais par la stratégie. Non pas par la vitesse, mais par la résistance. Non pas par le talent, mais par l'action. 7. Fais en sorte que chaque pas porte ton sceau d'excellence. Marcher sans but est comme marcher sur du sable mouvant. Chaque pas s'enfonce, ne laisse aucune trace, ne construit rien de solide. Mais lorsque tes pas ont une direction et du caractère, alors ils laissent une empreinte, forment un chemin et érigent des fondations. La différence ne réside pas dans le nombre de fois où tu te déplaces, mais dans la manière dont tu le fais. Tu peux accomplir une tâche qui ne signifie rien, ou tu peux l'exécuter avec une telle intention qu'on remarque qu'elle a été faite par quelqu'un qui n'accepte pas la médiocrité comme mode de vie. Vaincre la procrastination ne consiste pas seulement à faire plus, mais à faire mieux, car celui qui s'habitue à donner le minimum finit par s'éteindre dans sa propre routine. Quand tu transformes chaque action en une représentation de ce que tu es, tout change. Tu ne travailles plus par obligation, tu travailles parce que chaque mouvement porte ta signature. Tu ne t'entraînes plus par habitude, tu t'entraînes comme quelqu'un qui veut sculpter son corps avec précision. Tu n'étudies plus par peur d'échouer, tu étudies avec la faim de quelqu'un qui veut tout comprendre. L'excellence n'est pas la perfection, c'est la présence, l'intensité, la fierté. C'est ce feu intérieur qui ne te permet pas de terminer quelque chose sans l'avoir fait avec dignité. Les stoïciens parlaient constamment de vertu, et pour eux, la vertu n'était pas une étiquette morale, c'était l'expression la plus haute du caractère en action. Épictète disait qu'il n'y a rien de plus puissant que de faire ce qui est juste, non pas pour une récompense ou une punition, mais parce que c'est naturel pour quelqu'un d'intègre. Vivre avec excellence, c'est comprendre que chaque chose que tu fais construit la personne que tu es en train de devenir. Chaque message que tu écris, chaque tâche que tu accomplis, chaque repas que tu prépares, chaque mouvement à la salle de sport, tout compte, parce que tout est un reflet. La procrastination s'infiltre facilement lorsque tu commences à dévaloriser ce que tu fais. Quand tu dis « ce n'est pas important », personne ne le remarquera, je le fais comme ça, et c'est tout. Mais ce que tu fais à moitié ne reste pas là, ça te façonne. Si tu te permets d'être négligent dans les petites choses, ton esprit apprend que c'est acceptable aussi dans les grandes choses. Et quand vient le moment d'agir avec détermination, tu n'as plus de quoi le soutenir. Tu te trahis non pas dans les grands moments, mais dans les petits détails ignorés encore et encore. La psychologie du comportement le confirme également. Le sentiment de progrès réel et soutenu vient du sentiment de compétence et de maîtrise. Quand tu fais quelque chose de bien, même si c'est petit, ton cerveau l'enregistre comme un signe de croissance. Chaque acte d'excellence renforce ton identité, renforce la perception que tu as de toi-même et crée un circuit de motivation authentique. Tu n'as pas besoin que les autres le voient, tu en as besoin pour te respecter, pour rester ferme. Alors, change la façon dont tu te relates à ce que tu fais. Peu importe si c'est simple, si c'est invisible, si ça semble insignifiant. Fais-le bien, fais-le comme si ton nom était gravé dessus.
comme si celui qui le recevait savait qu'il venait de quelqu'un qui ne négocie pas avec la médiocrité. Parce que quand tu vis ainsi, la procrastination perd de sa force. Tu ne peux plus repousser ce que tu sais te définit. Tu ne peux plus échapper à l'action si tu comprends que cette action est ton miroir. Fais de chaque pas une affirmation de qui tu es. Et si tu te trompes, recommence en mieux. Non pas parce que tu dois impressionner quelqu'un, mais parce que c'est le minimum qu'une personne forte et éveillée exige d'elle-même. Chaque pas avec excellence est une déclaration silencieuse. Tu es éveillé, tu es en contrôle, tu marches avec intention. 8. Traite-toi avec respect, même lorsque tu échoues. Un guerrier ne se détruit pas lorsqu'il trébuche, il se reconstruit. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il se connaît, parce qu'il se respecte même au milieu de l'erreur. Mais souvent, tu ne fais pas ça. Tu échoues un jour et tu te punis comme si tu avais ruiné toute ta vie. Tu repousses une tâche et tu t'insultes, tu te sabotes. Tu te répètes que tu ne vaux rien, que tu fais toujours la même chose, que tu es faible. Et cette voix qui est censée te pousser devient le pire ennemi. Alors tu n'as pas seulement à lutter contre la procrastination, tu dois aussi porter ta propre culpabilité, ta propre colère, ton propre mépris. Et cela pèse plus lourd que n'importe quelle tâche en attente. Vaincre la procrastination ne signifie pas ne jamais échouer. Cela signifie ne pas transformer l'échec en excuse pour abandonner. Si tu te trompes, reviens. Si tu tombes, relève-toi. Si tu es en retard, reprends, mais fais-le sans haine envers toi-même, sans jugement destructeur, sans te traîner dans la boue de la culpabilité inutile. Te respecter quand tu échoues est un acte de force, pas de faiblesse. Parce qu'il est facile d'avoir de l'estime de soi quand tout va bien. Ce qui est difficile, ce qui est réel, c'est de maintenir ta valeur quand tu es au sol. C'est là que se construit la véritable discipline. Le stoïcisme n'a jamais parlé de perfection. Il a parlé de responsabilité, d'accepter tes échecs sans drame, de te regarder avec honnêteté, mais aussi avec compassion. Sénèque disait qu'on doit se corriger comme un médecin traite son patient, avec fermeté, oui, mais sans violence. Parce que si tu te détestes pour avoir échoué, tu t'apprends à avoir peur de l'erreur. Et si tu as peur de l'erreur, tu vas éviter d'agir. Tu vas procrastiner davantage. Tu vas t'enfermer dans une idée rigide de toi-même qui ne te permet pas d'avancer. Les neurosciences ont démontré que l'autopunition n'améliore pas les performances, elle les détériore. Quand tu te parles durement, ton esprit entre en mode défense, ta motivation s'effondre et ton système émotionnel se bloque. En revanche, lorsque tu reconnais une erreur avec acceptation et engagement, tu actives la partie rationnelle de ton cerveau. Tu prends des décisions plus claires, tu te remets plus vite. Parce que tu ne t'enfonces pas dans la boue du passé, tu te propulses à partir de lui. Ne confonds pas le respect avec l'indulgence. Il ne s'agit pas de te justifier. Il s'agit de comprendre que la discipline s'exprime aussi dans la façon dont tu réagis quand tu ne respectes pas tes engagements. Tu peux échouer un jour, mais ne te trahis pas toi-même 2 fois, non pas à cause de la tâche, mais à cause de la façon dont tu te traites. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et admires. Quelqu'un que tu sais avoir du potentiel, mais aussi des blessures, parce que tu as aussi les tiennes. Et si tu n'apprends pas à avancer sans te détruire, tu vas toujours répéter le même cycle. Respecte-toi quand tu ne peux pas. Respecte-toi quand ça ne marche pas. Respecte-toi quand tu es en retard, quand tu doutes, quand tu perds le rythme. Et à partir de ce respect, reprends le chemin. Sans avoir besoin de promettre que tout sera parfait maintenant, sans drame, sans exagération. Seulement avec la fermeté de celui qui est engagé à long terme dans sa propre transformation. Parce que c'est ce que tu es. Un projet en construction. Pas une machine, pas un échec, pas une promesse brisée. Une œuvre qui avance, qui se trompe, qui s'améliore. Te traiter avec respect, même quand tu échoues, est ce qui maintient la flamme vivante. C'est ce qui empêche qu'une erreur se transforme en abandon. C'est ce qui transforme la discipline en quelque chose de durable, de réel, d'humain. Parce que tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour grandir. Et personne ne grandit s'il n'apprend pas à se relever sans se détruire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».
comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.